Ma nouvelle randonnée commence ici, à La Chénade, sur la commune de Marennes, pour se terminer à Soubise, près de l'estuaire du fleuve Charente. Mon parcours se déroule sur l'ancien golfe de Saintonge, devenu l'actuel marais dit de Brouage. L'occasion pour revenir sur plus de 2000 ans de transformation de la nature, où l'homme a laissé son empreinte. L'emplacement du marais correspond à une dépression peu profonde qui était occupée par la mer il y a environ 11 000 ans. Cet ancien golfe a été officiellement classé et protégé au titre de la loi de 1930 sur la protection des monuments naturels et sites de caractère artistique, historique, légendaire ou pittoresque. Je descends vers le village de Node par son bois en empruntant le GR4 qui relie Royan sur l'Atlantique à la mer Méditerranée et rejoint le bord sud du marais du Petit Nancrat. Ici se dévoile l'ancien golfe. La terre y est particulièrement basse. La mer est tout près. On ne la voit pas, mais on sent sa présence. À l'horizon, loin d'une dizaine de kilomètres, on aperçoit le clocher de l'église de Moëz. J'y serai dans quelques heures. Vers l'est, voici Hyères. Autrefois, île principale dans le golfe, elle émerge de 12 mètres au-dessus du marais. L'église d'Hyères porte encore des stigmates qui attestent de son rattachement à un prieuré fondé au XIIe siècle. De là, toujours sur le GR4, je rejoins Brouage. À ce stade de ma balade, il faut que je vous raconte ce golfe de Saintonge. Au commencement, nous sommes 2 siècles avant le début de l'ère chrétienne. Ici, les eaux marines baignaient les pieds des petits coteaux de l'actuel pays rochefortais. Ces rivages reculaient déjà avec l'envasement progressif du golfe par les sédiments déposés par l'océan. Dès l'époque médiévale, les hommes ont commencé à mettre en place et à développer des marais salants, en faisant un centre prospère de l'industrie du sel par excellence. La seconde partie du XVe siècle marque sans doute l'apogée des marais salants. Et c'est ainsi qu'en 1555 naît Jacopolis, du nom de son fondateur le baron Jacques de Pons. Jacopolis devenu aujourd'hui Brouage. Le nom de Brouage s'apparente à celui de la tour de Brou, bâtie au fond de l'ancien golfe, tour dont subsistent aujourd'hui des vestiges. Cette ville neuve de Brouage, au plan régulier avec son port, ne ressemblait que peu à la citadelle que je découvre aujourd'hui. À l'origine, c'était une construction hétérogène, faite d'une palissade de sapins et de mâts de bateaux plantés sur une levée de terre, de rochers et de galets de lest abandonnés par les navires venant charger le sel. Ainsi placé, le bourg grandit rapidement et ne cesse d'évoluer. À la fin du XVIe siècle, c'est une place forte du commerce international vers l'Europe du Nord, la Nouvelle-France et le Brésil notamment. Regardez à quoi ressemble Brouage au milieu du XVIIe siècle. Par son artère maîtresse, cet immense chenal de près de 800 mètres de large vont et viennent ourques, briques, frégates, tous ces bateaux anglais, allemands,
hollandais et flamands pour ne citer qu'eux. Dans cette Babel des temps anciens, vibrante, bruyante de soldats, de marins et de marchands, on y entend toutes les langues. Malheureusement, si Brouage, la commerçante, aurait souhaité rester à l'écart des querelles entre catholiques et protestants, sa proximité avec La Rochelle en fait un enjeu stratégique. Devenu domaine royal en 1586, le cardinal de Richelieu, un temps gouverneur de la place, veut en faire une citadelle forte, imprenable. Ainsi, de 1620 à 1640, sous la direction de l'ingénieur Pierre de Conti d'Argencourt, Brouage est entouré de fortifications nouvelles. Sur des pilotis enfoncés dans la vase, on pose des assises de pierre de taille, base de puissants remparts. Brouage devient cette magnifique étoile de pierre. L'enceinte, de 400 mètres de côté, est flanquée de 7 bastions surplombés de 19 échauguettes. Par la suite, comme dans beaucoup d'endroits sur le littoral charentais, ici, le maréchal Vauban apporte sa pierre à l'édifice, si j'ose dire. En 1685, avec François Ferry, son collaborateur, il modernise les bastions, aménage le chemin de ronde et épaissit les remparts. Sur ces 2 kilomètres du chemin de ronde, on a une vue imprenable sur les différents édifices de la citadelle de Brouage. Les bastions et courtines, les échauguettes, ces élégantes vigies de pierre sur tout le golfe, une poudrière et tous les équipements indispensables à une garnison militaire de 6000 hommes. Déambuler aujourd'hui dans Brouage, la belle endormie aux rues tirées au cordeau, c'est apprendre ou se rappeler qu'ici serait né Samuel Champlain, explorateur et cartographe. Il part pour la Nouvelle-France pour la première fois en 1603. Il y fonde la ville de Québec en 1608. Il y meurt le 25 décembre 1635 sans avoir fini les préparatifs de la fondation de Montréal. Québec, comme Brouage, garde vivante la mémoire de l'explorateur dans leurs rues et monuments, comme cette colonne. Près du bastion Richelieu, ce bâtiment singulier qui suscite ma curiosité est une glacière. Surfant sur une mode venue d'Italie, très en vogue à la cour du roi Louis XIV à Versailles, le goût pour les sorbets glacés gagne Brouage. D'abord légitime comme remède pour soigner les malades de l'hôpital de la Citadelle dans la tradition des traités antiques d'Hippocrate, cette glacière est construite en 1688. Pour en apprendre plus, il faut se rendre à l'ancienne halle aux vivres, devenue musée. Une maquette présente sa conception. L'ouvrage a été récemment rénové à l'identique. Sous un toit en bardeaux de châtaignier, ce puits maçonné pouvait contenir près de 22 tonnes de glace recueillies sur les canaux gelés. Cette glace permettait ainsi, l'été venu, au gouverneur de la place de proposer à ses invités de marque sorbets et entremets. À Brouage, la vie ne manquait ni de sel, ni de douceur. Après cet apogée arrive le déclin. Si le golfe de Saintonge se comble progressivement depuis le 7e siècle, c'est le développement inconsidéré de l'activité salicole et son impact sur l'environnement. C'est le sabordage de 20 navires remplis de sable et de cailloux dans le chenal de Brouage en 1585 par le prince de Condé, l'allié des protestants,
pour entraver l'accès au port, entre autres faits et événements qui montrent que l'homme et la nature ont collaboré au déclin de Brouage. En 1666, on entreprend la construction de l'arsenal de Rochefort, le plus grand du royaume. L'heure de Brouage est passée. Des remparts bâtis par Richelieu, jamais un boulet ne fut tiré sur l'ennemi. C'est ainsi que la ville royale s'endort et s'oublie, perdue au milieu des marais. Je quitte maintenant la citadelle par le bastion royal et la porte nord pour me retrouver face au port du Havre de Brouage. Un point commun existe entre cette photo de 1920 et l'actuel paysage. Les cabanes des conchyliculteurs, bien sûr. C'est là, sur la rive gauche du Havre, au lieu dit Cayenne, un nom répandu en bord de littoral qui pourrait signifier construction de fortune, que se sont installés en linéaire les cabanes des ostréiculteurs. Ces jardiniers de la mer, pour paraphraser l'ethno-anthropologue Jean Lavallée, s'activent pour redonner vie aux anciens marais salants et en faire des bassins d'affinage pour leurs huîtres. C'est ici, entre Charente et Seudre, sur le terroir de l'huître de Marennes-Oléron, vers 1860, que naît l'ostréiculture contemporaine. Réalité ou mythe, ce serait en 1868, lors d'une tempête près des Pertuis charentais, qu'un brick de haute mer, le Morlaisien, commandé par le capitaine oléronais Patoiseau, fait naufrage et perd sa cargaison d'huîtres creuses portugaises. Cette dernière remplace l'endémique huître plate quasi disparue. Puis, vers 1970, la creuse japonaise succède à la portugaise. C'est cette huître que produisent aujourd'hui, avec passion et en circuit court, Aureliano et Natacha, jeunes ostréiculteurs sur le Havre de Brouage. Avec patience, savoir-faire et tradition, ils élèvent la jeune huître, le naissin, né à l'île Madame toute proche. Après 3 à 4 ans de croissance en parc sur l'île de Ré, l'huître finit son parcours qualitatif dans les clairs. Dans ses anciennes salines reconverties, sans cesse entretenues, régulièrement dévasées, à la salinité régulée, Aureliano affine ses huîtres pour développer leur qualité organoleptique, gustative et les transforme en crus labellisés Marennes-Oléron. À sa sortie de clair, Aureliano apprécie leur maturité. Là, commence à pousser, on voit les petites dentelles. Je sais pas si tu vois là. Ça, c'est dentelle. Ça, c'est rempli de dentelles. Elles grandissent là. Elles sont en pleine forme et elles grandissent là. La dentelle, c'est le bord de l'huître. Ouais. Et le fait qu'il y ait la dentelle, c'est une des caractéristiques qui en dit long sur la durée de l'affinage ou pas? C'est ça, ouais. C'est-à-dire que là, elle commence à grandir. Denté, plus c'est affiné en quelque sorte, ou c'est faux de dire ça? Ouais. C'est un peu ça. Dernières étapes avant la vente, le détrocage ou séparation des huîtres nécessite un geste maîtrisé. Suit le calibrage et enfin le lavage. La fine de Claire Marennes-Oléron, devenue reine, est prête à se laisser déguster, apprécier. Alors on parle de fine de Claire, de spéciale de Claire, de verte. Tout ça relève d'une production qui a des caractéristiques particulières. Là on est sur une spéciale. Là c'est rempli, c'est très très charnu. Là ça va être goûteux, c'est sûr. Le week-end venu, Aureliano et Natacha, sur les marchés, peuvent recevoir avec une légitime fierté les compliments des amateurs de cette réputée Marennes-Oléron.
Revenant de vacances d'Afrique ou d'Espagne, les cigognes sont réapparues dans le paysage rochefortais dans les années 80 grâce à une campagne d'installation de nids comme ici. Ces sentinelles des marais se plaisantent avec un climat doux et une ressource alimentaire suffisante, certaines s'y sont sédentarisées. On en a dénombré jusqu'à 600 couples juste derrière l'Alsace, devenant ainsi emblématique de ce pays. Mes randonnées au bord de cette réserve de biodiversité et de Moëz-Oléron, c'est à coup sûr y voir de belles surprises. Vous y verrez des migrateurs en escale, des occupants à temps plein, dans un environnement préservé aux ambiances changeantes selon les apports météoriques et les couleurs du ciel se reflétant sur les grands jas, ces anciennes salines. Entre herbiers, chors et vases des chenaux, pour les migrateurs et autres pensionnaires des lieux, ce marais est une bénédiction. Regardez. Moëz, un nid de réformés, disaient ses voisins fin XVIIe. Si son église a bien été détruite, son clocher gothique, tel que nous le voyons ici, a survécu aux guerres de religion. Ce serait son utilité comme amère pour les navires entrant dans le golfe qui lui aurait sauvé la vie. Et dans le cimetière proche, au premier plan, ce qui retient l'attention, c'est cette croix osanière. On l'attribue à Madame de Soubise, une aristocrate. Rentrant d'Italie avec des artistes, elle leur fit construire ce temple grec avec ses 20 colonnes de style corinthien. Bien plus tard, il fut affublé de cette croix posée sur un maigre pilier pyramidal, un puéril appendice sommital. 4 kilomètres de plus et voilà Soubise. De ce petit coteau, ces 2 ponts très connus, dont le transbordeur, dû à Ferdinand Arnaudin, son constructeur, témoignent de la présence toute proche de Rochefort. Fin de balade devant le bel hôtel particulier des Rohan-Soubise, de style Renaissance, l'actuelle mairie. Ici, tout continue. Mais ceci est une autre histoire.